Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravie de vous accueillir pour ce rendez-vous des bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé, consacré au guide sur l'évaluation du risque de maltraitance intrafamiliale sur personnes majeures en situation de vulnérabilité. C'est un guide que nous avons publié en octobre dernier, qui est accessible sur le site de la Haute Autorité de Santé. Alors ce midi, pour ce webinaire, il y aura plusieurs intervenantes. Florence Bourgès, qui est docteure en gérontologie sociale. Nathalie Desjardins, qui est intervenante père. Carole Viard, qui est responsable en téléphonie sociale à la Fédération de l'école des parents et des éducateurs. Donc, toutes trois sont expertes et ont participé au groupe de travail qui a contribué à l'élaboration de ce guide. Donc, je profite de l'occasion pour les remercier pour leur contribution à ces travaux et leur présence ce midi, et puis pour remercier plus largement aussi tous les autres experts qui ont participé au groupe de travail. Il y aura aussi donc avec nous Isabelle Vazeis, qui est chef de projet ici à la Haute Autorité de Santé et qui a piloté tous ces travaux. Et moi-même, je suis Manuela Cheviot, chef du service recommandation à la Haute Autorité de Santé. Alors, notre conférence de ce midi va s'articuler autour de deux temps. On va avoir un premier temps de présentation durant lequel on va vous présenter justement ce guide, les éléments de contexte, la manière dont nous l'avons élaboré, les grilles qui constituent ce guide, les messages clés. Et puis, on va s'arrêter, on aura deux focus. Un premier focus qui va concerner le repérage, l'évaluation des maltraitances chez les personnes âgées. Et puis, de même, le repérage, l'évaluation des maltraitances concernant les parents violentés. Après ce temps de présentation, nous aurons un temps de questions-réponses durant lequel nous allons effectivement donc répondre aux différentes questions que vous allez nous poser. Vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà commencer à poser vos questions dans le chat. Vous allez sur le bandeau haut de votre écran, l'onglet conversation, vous nous laissez vos questions et on fera durant ce temps de questions-réponses le maximum pour répondre en tout cas au maximum de vos interrogations sur ce sujet et sur le guide. Vous pouvez aussi, si vous êtes particulièrement intéressé par une question qui s'affiche, mettre un pouce en l'air, ce qui nous permettra de savoir qu'effectivement ce sujet vous intéresse plus particulièrement. Alors, je rappelle que ce webinaire s'adresse aux professionnels de proximité ou aux intervenants du domicile. Ce midi, nous n'allons pas traiter de la maltraitance sur les enfants et adolescents, ni de la maltraitance institutionnelle. Nous n'allons pas traiter non plus des situations individuelles et des cas particuliers. Alors, débutons ce webinaire avec quelques éléments justement de contexte. Pourquoi nous avons travaillé sur ce sujet? Alors, il y a deux éléments. Premièrement, ce sont des constats. Le premier constat, c'est qu'au sortir du Covid, on a constaté justement l'augmentation du nombre de violences intrafamiliales non conjugales, une augmentation de 16% entre 2020 et 2021. Et ce qu'on a pu voir aussi, c'est que 3/4 des faits signalés se situaient au domicile et dans la moitié des cas, c'était des faits qui étaient causés par l'entourage familial. Ensuite, en 2022, ça ce sont des éléments de contexte, depuis 2022, on a une définition légale de la maltraitance puisque est inscrite la définition de la maltraitance dans la loi du 7 février 2022. Donc, sur la base de ce constat, de ces constats et de ce contexte législatif, nous avons eu une double saisine de la Direction générale de la cohésion sociale qui a demandé à la Haute Autorité de Santé de produire deux outils à destination des professionnels. Un premier plus particulièrement concernant les professionnels des établissements sociaux, médico-sociaux et du sanitaire autour de la bientraitance et de la gestion des signaux de maltraitance. Donc ça, c'est un document qui concerne vraiment plutôt l'institution. Et puis, un deuxième outil là, qui concerne davantage les professionnels du domicile, donc autour de l'évaluation du risque de maltraitance intrafamiliale. Et c'est donc ce guide que nous allons vous présenter ce midi. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce guide dont nous allons parler ce midi, il est inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre les maltraitances, la stratégie 2024-2027.
Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Isabelle Vazès. Isabelle qui va nous présenter justement le contenu du guide, son périmètre et la manière dont nous l'avons élaboré. Alors, juste penser à ouvrir ton micro, Isabelle. Merci. Voilà. Merci Manuela et bonjour à tous. On va commencer un petit peu par les objectifs de ce guide. On peut en distinguer 5. Le premier, c'est se rassembler autour d'un vocabulaire transversal et commun. Manuela, tu évoquais tout à l'heure la loi de février 2022 qui a mis en évidence, inscrit une nouvelle définition de la maltraitance. Donc, il est important de se rassembler autour de cette nouvelle définition et qu'elle soit partagée par l'ensemble des professionnels du sanitaire, du social et du médico-social. En deuxième, je dirais développer une culture commune et une meilleure connaissance du phénomène de la maltraitance intrafamiliale. Ses caractéristiques que nous verrons, ses conséquences sur la victime, mais également sur la famille et sur les proches. Mieux outiller les professionnels pour mieux recueillir, on va dire, les informations dans le respect toujours de la vie privée et des liens d'attachement forts et complexes qui unissent les membres de la famille. Identifier et aider les professionnels en 4 à mieux identifier les signaux d'alerte, nous reviendrons sur la définition, et les facteurs de risque de maltraitance et évaluer les situations de maltraitance de manière globale. Enfin, évidemment, mieux protéger et accompagner les personnes majeures en situation de vulnérabilité et notamment les plus vulnérables d'entre nous. Alors, de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de maltraitance intrafamiliale? Il s'agit de toute forme de maltraitance au sein d'une même unité familiale, c'est-à-dire un ensemble de personnes qui est uni par un lien de parenté ou d'alliance qui entretient des liens d'appartenance. On parle de famille restreinte comme couple, parents, enfants, de famille élargie, grands-parents, cousins, ou encore de famille recomposée. Sur le schéma, vous pouvez le schéma sur cette diapo, on peut voir justement les caractéristiques, on va dire, principales de cette maltraitance intrafamiliale, qui complique un petit peu justement le repérage. Effectivement, tout d'abord, ces maltraitances se déroulent à huis clos. La plupart du temps, à l'abri des regards, portes closes, les fenêtres fermées. Elles se déroulent également dans des systèmes de loyauté complexes, forts, avec des liens affectifs forts mais ambivalents, avec des pressions familiales qui empêchent la victime de parler de ses maltraitances à toute personne extérieure de la famille. Ces systèmes de loyauté sont encore plus complexes si on rajoute des situations d'emprise ou de la dépendance économique. On peut aussi parler comme caractéristique de la non-conscience, tout simplement de vivre une situation de maltraitance, une sorte d'habituation de la victime aux gestes, paroles et actes de maltraitance, ou un déni de s'avouer à soi-même d'être victime et d'en être arrivé là. Il y a également dans ces caractéristiques la peur du jugement, la honte, la peur de passer pour faible, de susciter la pitié, voire le mépris, mais aussi la peur tout simplement de ne pas être cru, et la peur également des représailles d'un des membres de la famille, ou également le rejet de sa famille ou d'une partie de sa famille. Alors, il est important de rappeler que la maltraitance intrafamiliale peut recouvrir différentes formes de violence. Alors, il y a la violence
psychologiques, comme par exemple un langage irrespectueux, des insultes, un dénigrement constant, le non-respect de l'intimité. Les violences peuvent être aussi physiques, des coups, des brûlures, des bousculades, des soins bruxes, etc. Les maltraitances peuvent être aussi d'ordre de violence sexuelle, euh, harcèlement, viol. On sait aujourd'hui que le viol conjugal est reconnu comme un viol, justement. Des maltraitances de type médical, comme le défaut de soins, par exemple, ou la non prise en compte de la douleur. Elles peuvent être également euh, économiques, comme dans le cas de vol ou de dégradation de matériel, par exemple. On parle également dans cette définition de la maltraitance qui englobe pas mal de choses, de négligence, de violation des droits et libertés, comme la privation d'aller venir, la privation des besoins fondamentaux, de ne pas manger à sa faim, suffisamment à sa faim, vivre dans un logement dégradé, voire insalubre, passer tout un hiver sans chauffage, pardon, ou encore d'exposition à un environnement violent. C'est le cas des enfants exposés à la violence. Ces enfants sont indirectement exposés à la violence de leurs parents ou de leur entourage, mais n'en restent pas moins des victimes. Alors, le périmètre du guide. On ne pouvait pas parler de toutes les maltraitances intrafamiliales, donc nous nous sommes centrés sur 3 types de maltraitance et de violence. Les maltraitances sur les personnes âgées, d'une part, d'autre part, les violences conjugales et les maltraitances envers les parents de la part de ces grands ados, de ces jeunes adultes. Le groupe de travail a nommé ce type de violence les parents violentés. On y reviendra tout à l'heure. Les parents violentés peuvent l'être autant par des enfants mineurs que majeurs. Mais on reviendra sur la grille parents violentés. Alors, comme tu disais, Manuela, à qui s'adresse-t-on dans ce guide? Eh bien, effectivement, en priorité aux professionnels intervenant à domicile ou de proximité. Alors, les professionnels de soins, les professionnels du médico-social et du social. Mais ce guide s'adresse aussi à tout acteur qui peut être amené à être en contact avec des personnes majeures vulnérables, en situation de vulnérabilité, comme des bénévoles, par exemple. Et j'ai envie de dire plus largement, ce guide s'adresse à tout le monde, l'entourage proche, la famille, les voisins, et en fait, finalement, à nous tous. Alors, sur le plan de la méthodologie d'élaboration. Alors, la méthodologie d'élaboration de ce guide, comme toutes les productions de la HAS, repose sur une synthèse rigoureuse de la littérature et les données scientifiques, d'une part, d'autre part, sur l'état des pratiques professionnelles et sur le savoir des personnes concernées. Ainsi, on peut parler de triple expertise. Sur ce guide, on a travaillé avec un groupe pluridisciplinaire, pluriprofessionnel, composé de professionnels des établissements socio-médico-sociaux, des dirigeants, des encadrants, des professionnels de terrain, mais aussi des professionnels de santé, des médecins, des infirmiers, des intervenants sociaux en commissariat, des médiatrices familiales, etc. Et des personnes avec aussi une expertise plus académique, dite plus académique ou scientifique, comme des professeurs d'université, et également, pour finir cette triple expertise, des personnes concernées ou ayant été concernées par ces situations de maltraitance. Je profite de ce moment pour remercier vraiment très, très, très chaleureusement l'ensemble des membres de mon groupe de travail
pour vraiment leur participation, leur investissement, leur contribution, voilà, qui a permis de réaliser ce guide et ces grilles. On va y revenir. Alors, tout ce travail a permis l'élaboration de plusieurs livrables. Alors, un guide d'évaluation du risque de maltraitance intrafamiliale sur personnes majeures en situation de vulnérabilité. Je vous l'accorde, le titre est un petit peu long, associé à 3 grilles de repérage. Donc, la grille de repérage sur les parents violentés, une grille sur les violences conjugales, de repérage sur les violences conjugales, et une grille sur la maltraitance sur les personnes âgées. Ces 3 grilles sont accompagnées d'une notice d'utilisation et sont illustrées par des cas pratiques. Et tout à l'heure, justement, nous reviendrons sur 2 d'entre eux. Ces livrables seront complétés par un rapport d'élaboration qui recense l'ensemble des données scientifiques, c'est-à-dire des articles compulsés pour ce guide et qu'on n'a pas pu mettre dans le guide, ainsi que les avis du groupe de travail sur lequel on s'est appuyé pour mener à bien ces travaux. Ce rapport d'élaboration sera publié prochainement. Voilà ce qu'on peut dire pour commencer. Je vais maintenant laisser la parole à notre experte Nathalie Desjardins, qui va vous décrire comment le groupe de travail a décidé de structurer ces 3 grilles. Merci Isabelle. Bonjour à tous. Alors, nous avons structuré les grilles en 4 grandes catégories. Les vigilances fortes, les signaux d'alerte, les facteurs de risque et les facteurs de protection et les points d'appui. Chacun des items contenus dans les sections correspondantes est également associé à un code couleur qui indique un niveau de vigilance. Vous avez un carré bleu si c'est une vigilance faible à moyenne. Par exemple, dans la grille violence conjugale, si vous observez une agressivité de la part de la victime présumée envers l'auteur présumé, cela vous indique une vigilance faible à moyenne. Si le professionnel remarque que la victime supposée change de comportement et de discours quand elle se trouve en présence de l'auteur supposé, qu'elle le défend, qu'elle minimise les violences, alors il sait que ce sont des indices qui indiquent une vigilance moyenne à forte, comme le montrent les ronds orange. Enfin, si le professionnel observe une dépendance affective de la part de la victime supposée, donc une situation d'emprise, qu'il remarque qu'elle est surveillée par l'auteur présumé, ou encore si les enfants du couple rapportent des propos parce qu'étant exposés à la violence, ces indices indiquent au professionnel un niveau de vigilance très fort, comme on le voit avec les triangles rouges. Les 3 grilles sont organisées de la même manière. Elles commencent par les vigilances fortes, qui sont des situations où la vigilance des professionnels doit être accrue. Vous y trouverez notamment les personnes en situation de handicap avec perte ou restriction importante d'autonomie, les personnes avec troubles psychiques ou troubles du développement intellectuel altérant la capacité de discernement et ou de se protéger, les personnes dans l'incapacité de communiquer et ou de s'exprimer, mais également les temporalités à risque, comme par exemple une grossesse ou l'arrivée d'un enfant pour la grille sur les violences conjugales. Un deuxième élément important pour le professionnel à observer, ce sont les signaux d'alerte. Ce sont des signes, des indices qui doivent éveiller l'attention des professionnels quant à un risque de maltraitance. On y trouve plusieurs sous-catégories. Les signes physiques, les signes comportementaux observés et ou rapportés, les conditions de vie, les relations avec l'auteur présumé et l'entourage. Tout comme pour les facteurs de risque, un niveau de vigilance est précisé pour chacun des items. Par exemple, pour les parents violentés, dans les signes comportementaux, des idées suicidaires représentent une vigilance forte, des plaintes somatiques multiples, une vigilance moyenne à forte, et des troubles du sommeil, une vigilance faible à moyenne. Troisième élément important pour le professionnel, ce sont les facteurs de risque. Les facteurs de risque associés sont une des caractéristiques liées à la victime, à l'auteur supposé ou à l'environnement. Seuls, ils ne suffisent pas à déterminer la situation de maltraitance, mais en les recoupant avec les signaux d'alerte, ils indiquent une augmentation des risques et invitent à augmenter sa vigilance. Par exemple, avec l'aide des grilles, on observe plusieurs facteurs de risque liés au fait d'être un aidant d'une personne âgée. On sait notamment qu'un aidant ayant une addiction à l'alcool
a statistiquement plus de risques d'être maltraitant. Enfin, un dernier élément très important à repérer pour l'évaluation globale d'un risque de maltraitance, ce sont les facteurs de protection et les points d'appui. Ce à quoi on fait référence ici. Ce sont des caractéristiques des individus et de l'environnement susceptibles de contrer ou de limiter les effets de facteurs de risque. Par exemple, dans le cas des violences conjugales, une bonne estime de soi et une capacité à demander de l'aide sont des points d'appui pouvant aider à changer la situation ou à s'en extraire. Oui, je peux vous dire en quoi c'est important pour l'évaluation par le professionnel de s'appuyer sur les points d'appui et les facteurs de protection. En effet, il peut les utiliser pour aider à la prise de conscience par la personne maltraitée de sa situation de maltraitance et l'aider à sortir de la situation. Il y a certains points d'appui qui sont communs aux trois populations, comme par exemple la connaissance de ses droits, la capacité à se fixer des objectifs, le fait d'avoir à proximité des personnes disponibles et à l'écoute, membres de la famille, professionnels, amis, voisins, bénévoles, la proximité de services et d'établissements médicaux et sociaux, hébergement d'urgence disponible par exemple. Concernant les violences conjugales, personnellement, c'est le fait d'avoir un proche pouvant m'apporter une aide financière pour déménager qui a été clé. Je ne connaissais pas les aides disponibles par la CAF, et pour pouvoir quitter son domicile, il faut avoir de l'argent de côté. Prendre conscience de la maltraitance quand elle est devenue banale est très difficile. La volonté de protéger mes futurs enfants a été le déclic. Un jour, mon ancien compagnon a maltraité mon chat. J'étais figée derrière l'embrasure de la porte, à ne rien pouvoir faire, bloquée par la peur. Je me suis dit, dans 10 ans, est-ce que tu veux te retrouver dans la même situation, mais avec ton enfant à la place du chat? Ça a été le déclic. Regarder la maltraitance de l'extérieur, sans rien pouvoir faire, et me projeter dans le futur, m'a permis de m'extraire de la situation d'emprise dans laquelle j'étais. C'est en s'appuyant sur les points d'appui et les facteurs de protection que vous pouvez aider la personne à en prendre conscience et à envisager la possibilité de s'extraire de cette situation. Merci Nathalie. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, Nathalie? Oui, c'est bon. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, merci pour ces précisions et puis merci aussi pour ce partage d'expérience que vous venez de nous faire. Je vais repasser la parole à Isabelle pour que, Isabelle, tu puisses nous présenter les messages clés du guide. Merci Manuela. Effectivement, dans ce guide, il y a les trois grilles dont on va vous reparler pendant ce webinaire, mais quelques petits messages clés. On va insister sur trois d'entre eux particulièrement. Le premier, c'est que l'évaluation du risque de maltraitance s'inscrit dans un processus. Un processus qui implique plusieurs étapes et voilà, qui s'inscrit dans une évaluation globale de la situation. La première étape consiste tout simplement à repérer ce dont tu as parlé, Nathalie, repérer les signaux d'alerte et les facteurs de risque. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est évaluer la situation, caractériser les actes de maltraitance, comme on l'a vu tout à l'heure, est-ce que c'est de la violence psychologique, est-ce que c'est de la violence physique, économique, souvent c'est un mélange de tout, les conséquences des actes de maltraitance et le niveau de danger. Est-ce que c'est un niveau de danger imminent, voilà, et qui détermine la réaction en fonction du, voilà, la réaction doit être déterminée en fonction du niveau de danger. Troisièmement, accompagner les victimes dans ce processus et les orienter vers des professionnels plus spécialisés dans la prise en charge des victimes. Et bien sûr, je vous parlais du niveau de danger, signaler et alerter lorsqu'il y a une maltraitance avérée et un niveau de danger justement imminent. L'ensemble de ce processus, de ces étapes, s'inscrit dans un processus qui doit se faire en protégeant les victimes et en accompagnant les professionnels tout au long. En effet,
un des messages clés, c'est l'importance de l'accompagnement des professionnels. Un deuxième message clé, c'est l'importance du repérage. En effet, au tout début du groupe de travail, avec les membres du groupe, on s'est posé la question, comme c'était centré autour du repérage, mais pourquoi repérer? Donc, voilà, c'est la première question. Donc, pourquoi repérer? Tout simplement pour informer les victimes de leurs droits et les auteurs de ce qu'ils encourent. Informer, c'est aussi prévenir en désamorçant des situations potentiellement à risque et de violence par des dispositifs et des interventions de prévention et de médiation. Deuxièmement, repérer, c'est aussi agir. Quand le niveau de danger est imminent, c'est donc agir, signaler, alerter les autorités compétentes en cas de mise en danger de la vie d'autrui. Troisième raison, dans ce repérage, repérer pourquoi, toujours dans cette logique, c'est repérer pour accompagner et suivre non seulement les victimes, mais aussi les auteurs présumés, dont notamment, on y reviendra peut-être au cours des questions, pour ce qu'on appelle les aidants épuisés. Les aidants épuisés qui, suite à une charge lourde, mentale et physique, peuvent par omission ou négligence, devenir maltraitants envers la personne qu'ils aident. Quatrièmement, et ça sera pourquoi repérer, et ça sera le dernier message clé, c'est effectivement, c'est repérer pour aussi soutenir les professionnels en difficulté ou en questionnement concernant ces situations. En effet, les professionnels du domicile, si on peut dire comme ça, sont exposés à des situations de violence des familles, physiquement, psychologiquement. C'est difficile, ils subissent parfois des menaces, des représailles, et il est important de les soutenir tout au long du processus. Par ailleurs, repérer précocement permet aux professionnels d'échanger entre eux, dans le respect du secret professionnel, mais d'échanger pour éviter, le but est d'éviter l'isolement et de garder le doute pour soi. Et repérer précocement permet aussi de prévenir l'encadrement, pour être aidé, soutenu dans la décision et passer effectivement le relais, le cas échéant, à des professionnels qui sont plus spécialisés sur ces questions. Merci beaucoup Isabelle et puis merci Nathalie parce que là vous nous avez les constitués, les messages qu'on peut y retrouver. Je vais proposer qu'on passe à un cas pratique, voilà, pour venir illustrer maintenant la manière dont on peut utiliser très concrètement ces grilles de repérage. Et je vais passer la parole à Florence Bourgès afin que, Florence, vous puissiez nous indiquer, dans le cas par exemple des maltraitances sur les personnes âgées, comment on peut utiliser la grille qui est proposée dans le guide. Merci Manuela, bonjour à tout le monde. Je vais vous présenter l'histoire d'Arlette, qui est âgée de 89 ans et qui vit seule à domicile. Arlette est veuve et perçoit une faible retraite de 988 €. Elle a 2 filles et 2 petits-enfants. Une fille, Caroline, âgée de 62 ans, laquelle a une fille, Hélène, de 38 ans. Et une deuxième fille, Françoise, âgée de 70 ans, laquelle a un fils, Vincent, de 42 ans, avec lequel elle est fâchée, car Françoise n'a jamais accepté l'homosexualité de son fils. On peut donc déjà dire ici que les relations intrafamiliales apparaissent complexes du fait de la brouille entre Françoise et son propre fils Vincent. La vie d'Arlette va être ponctuée de 2 événements. Tout d'abord, Arlette apprend que son petit-fils Vincent, suite à une perte d'emploi et un divorce, est en grande difficulté. Elle va donc lui proposer de venir habiter chez elle. Il va accepter la proposition et aménager chez sa grand-mère. Il est important de préciser ici que la cohabitation contrainte d'un enfant ou petit-enfant, souvent pour des raisons d'ordre financier, comme c'est le cas ici pour Vincent, peut conduire les enfants ou petits-enfants à des maltraitances involontaires, des négligences
voire aussi à des privations de soins, des violences verbales, psychologiques et physiques. Et ce type de cohabitation demande donc aux intervenants à domicile à être particulièrement vigilants. Ensuite, le deuxième événement dans la vie d'Arlette, Arlette va faire plusieurs chutes. Son médecin va prescrire l'intervention d'infirmières à domicile pour notamment l'aide à la toilette et des pansements, et conseiller aussi la mise en place d'aides à domicile pour le ménage, les courses et la préparation de repas. On peut souligner ici que certaines périodes ou certains événements fragilisent les personnes. Pour Arlette, cela va être la détérioration de son état de santé avec ses nombreuses chutes. Son petit-fils Vincent, habitant sur place, va proposer son aide pour le ménage, les courses et la préparation des repas. La mère de Vincent, Françoise, est totalement opposée à ces solutions. Rappelons qu'elle est fâchée avec son fils. Et depuis d'ailleurs que Vincent habite chez sa grand-mère, Françoise ne vient plus voir sa mère Arlette. Elle se contente juste de lui téléphoner une fois par semaine. Cependant, le reste de la famille, dont Arlette elle-même, Caroline, son autre fille, et Hélène, sa petite fille, pensent que c'est une bonne solution et acceptent que Vincent devienne l'aidant principal de sa grand-mère. Il est à noter qu'une personne en perte d'autonomie, comme Arlette, qui dépend exclusivement d'un seul aidant, Vincent, son petit-fils, représente une situation à risque élevé à prendre en compte. Florence, donc dans cette situation, pour un professionnel, quels sont les éléments à souligner dans la grille de repérage qui constituent des vigilances fortes? Alors, si on se réfère à la grille de repérage, dans la partie vigilance forte, on retrouve les éléments que je viens de souligner et qui doivent conduire les professionnels à être vigilants. Alors, outre la détérioration de l'état de santé d'Arlette, qui est une temporalité à risque, Arlette est en situation de dépendance importante pour l'exécution des tâches de la vie quotidienne, c'est-à-dire se laver, faire les courses, cuisiner. Et c'est d'ailleurs cette dépendance qui conduit Arlette à être en situation de forte dépendance envers Vincent, son petit-fils et aidant principal, pour le ménage, les courses et la préparation des repas. Les infirmières qui viennent tous les jours à domicile constatent que la maison ne semble pas entretenue. Les sanitaires sont extrêmement sales et il fait froid. La maison ne semble pas chauffer. Arlette a perdu quelques kilos et elle porte toujours les mêmes vêtements tachés. En discutant avec elle, les infirmières apprennent que souvent ces repas se résument à quelques brioches, chips ou tranches de saucisson. Arlette dit aussi aux infirmières être inquiète car elle n'a plus d'argent pour payer son fioul. Sachant que le petit-fils Vincent est l'aidant familial d'Arlette, les infirmières essaient d'en savoir plus. Mais Arlette excuse d'emblée son petit-fils. Oh le pauvre, la vie n'est pas facile pour lui, il ne va pas bien, il fait ce qu'il peut. Et dans cette situation, toujours pour les professionnels, quels sont les signaux d'alerte qu'ils pourraient identifier? Alors, si on se réfère à la grille de repérage dans la partie signaux d'alerte, on peut voir que certains signes physiques d'Arlette, ses conditions de vie notamment, avec son entourage familial repéré par les infirmières, constituent des vigilances moyennes à fortes. C'est une perte de poids, un défaut d'hygiène extrême du domicile, une absence d'argent pour les dépenses courantes, en effet Arlette n'a plus d'argent pour payer son fioul, un manque de nourriture suffisante, le soutien systématique d'Arlette envers son petit-fils quand les infirmières, sachant que le petit-fils Vincent est l'aidant familial principal, essaient d'en savoir plus. Il existe aussi un entourage conflictuel avec Françoise, la mère de Vincent, en désaccord avec le choix de Vincent comme aidant principal. Et l'entourage est en difficulté économique puisque Vincent est venu vivre chez sa grand-mère suite à une perte d'emploi et un divorce engendrant des difficultés financières. Les infirmières vont prévenir le médecin traitant de la situation. Le médecin, qui est aussi le médecin de Vincent depuis qu'il habite chez sa grand-mère, vient à domicile. Il s'entretient avec Vincent et constate qu'il est en pleine dépression. Le médecin lui prescrit des médicaments et l'oriente vers un confrère pour un suivi adapté. Vincent ne prendra pas les médicaments et ne se rendra jamais chez le confrère médecin. La situation pour Arlette devient de plus en plus critique. Si on se réfère de nouveau à la grille de repérage dans la partie signaux d'alerte, mais cette fois-ci concernant spécifiquement l'aidant et l'entourage familial, on repère des signes qui constituent des vigilances moyennes à fortes. C'est la cohabitation avec une personne ayant des problèmes psychiatriques ou des addictions et l'entourage en souffrance psychique. En effet, Vincent est en dépression et ne se soigne pas. La situation étant toujours critique pour Arlette, les infirmières se concertent avec le médecin traitant, lequel a les coordonnées de Caroline, fille d'Arlette. Le médecin contacte Caroline pour lui exposer les difficultés rencontrées. Caroline est totalement désemparée. Elle ne peut pas en parler avec sa sœur Françoise puisque cette dernière est fâchée avec son fils Vincent. Cela ne ferait selon elle qu'envenimer la situation. Elle décide donc de discuter directement avec Vincent. Vincent va dire oui à tout, mais sans jamais agir.
Caroline, en désespoir de cause, va finir par en parler à sa propre fille Hélène, laquelle était très proche de Vincent quand ils étaient plus jeunes. Hélène va décider de passer tout un week-end chez sa grand-mère. Elle a ainsi tout le temps nécessaire pour discuter avec Vincent. Elle comprend ainsi où passe l'argent que donne sa grand-mère à Vincent pour les courses. Il achète de la drogue pour, selon ses dires, se sentir mieux. Elle finit par le convaincre de la nécessité qu'il soit suivi pour l'aider à sortir de cette dépression. Hélène contacte le médecin traitant pour lui demander de prendre un rendez-vous le plus tôt possible avec son confrère. Hélène l'accompagnera pour ce suivi. C'est en effet Hélène qui va l'accompagner pour les premières visites. Est-ce qu'on aurait pu repérer des facteurs de risque propres à cette situation, Florence? Oui, tout à fait. Si on se réfère à la grille de repérage dans la partie les facteurs de risque associés, on repère aussi des signes qui constituent des vigilances moyennes à fortes liées à l'auteur supposé, c'est-à-dire Vincent. Ce sont des troubles psychiatriques ou troubles du comportement, Vincent est en dépression, l'addiction à la drogue, Vincent est dépendant financièrement d'Arlette, Vincent rencontre des difficultés personnelles, psychologiques et financières dues à sa perte d'emploi et son divorce, et il existe un conflit familial, une histoire familiale complexe, la mésentente entre Vincent et sa mère Françoise. Les interventions donc de Caroline et d'Hélène, la petite fille donc d'Arlette, est-ce que ces interventions ont été bénéfiques pour Arlette? Oui, tout à fait. La situation d'Arlette a continué d'évoluer positivement grâce à l'implication de Caroline, qui est la fille d'Arlette et la mère d'Hélène, qui a mis en place l'intervention d'aide à domicile pour Arlette. À partir de ce moment-là, Arlette n'a pas eu besoin de soins infirmiers, elle a eu des repas équilibrés tous les jours et le fioul a pu être livré pour pouvoir chauffer la maison. Mais cela a été positif aussi pour Vincent, qui a fini par sortir de sa dépression et ne prend plus de drogue. L'aide à domicile a continué pour le ménage et l'entretien du linge. Il a semblé utile de garder un œil extérieur au cas où. Mais c'est Vincent qui s'est chargé des courses et des repas, cette fois-ci avec efficacité. Arlette a retrouvé la santé, au sens médical du terme, elle a retrouvé aussi sa joie de vivre. En résumé, on voit que la situation a pu être solutionnée avant de dégénérer, premièrement grâce à la vigilance des infirmières à domicile qui ont été alertées par certains signaux, comme une perte de poids, l'insalubrité de l'environnement de vie, le manque d'argent pour les dépenses courantes, la relation interdépendante avec un membre de la famille, en l'occurrence Vincent, le petit-fils, lequel détourne l'argent destiné à l'achat de denrées alimentaires pour s'acheter de la drogue, d'où l'intérêt de céder des grilles de repérage. La situation peut être solutionnée aussi grâce à la collaboration avec le médecin traitant et aussi grâce à l'implication de la famille dans cette situation. L'intervention d'Hélène a été particulièrement décisive, notamment en s'occupant de Vincent. Il est en effet essentiel de prendre en compte la personne maltraitante pour résoudre les situations de maltraitance, d'où l'intérêt aussi des grilles de repérage pour repérer les facteurs de protection. Ici, cela a été l'entourage, avec des personnes disponibles et à l'écoute, tout d'abord les professionnels que sont les infirmières et le médecin, et aussi et peut-être surtout les membres de la famille, Hélène et Caroline. Rappelons que l'intervention d'Hélène a été capitale. Je voudrais aussi préciser que cette situation réelle a été choisie car elle illustre parfaitement l'utilité de s'appuyer sur les grilles de repérage pour résoudre les situations de maltraitance. Cependant, il ne faut pas croire que seules les grilles le permettent. La maltraitance est le plus souvent synonyme de complexité, et même si les grilles sont un appui indéniable dans le sens qu'elles permettent de balayer les différents signaux d'alerte et de protection, elles ne peuvent remplacer le dialogue et la concertation au sein d'une équipe pluridisciplinaire dans laquelle seront inclus la famille, la personne elle-même et selon les situations, la personne maltraitante. En effet, même si la situation de maltraitance paraît avoir cessé à l'instant T grâce aux actions mises en place par les intervenants, si cette concertation entre les différents protagonistes est absente, le risque est grand de voir la maltraitance réapparaître plus tard. Il est important de garder toujours à l'esprit que les situations de maltraitance à domicile peuvent être aussi le signal d'un profond dysfonctionnement familial, lequel ne pourra être modifié qu'avec un travail en profondeur, notamment avec la personne maltraitante, qui peut être parfois la clé de la solution. Je vous remercie. Merci à vous, Florence. Merci beaucoup. Je voudrais rappeler qu'on était sur un cas réel. Donc, on a pu voir très concrètement dans la vraie vie, j'ai envie de dire, comment on utilise ces grilles de repérage. Donc, merci beaucoup pour ça. Et merci aussi de nous avoir rappelé voilà, l'intérêt aussi, la nécessité de travailler en coordination avec les professionnels. Je vous propose qu'on fasse le même exercice, cette fois-ci concernant ce qu'on a appelé donc, dans le guide les parents violentés. Et je vous propose, Carole, de faire cet exercice avec vous.
Oui, merci Manuela. Bonjour à tous. Donc pour ma part, j'ai travaillé plus spécifiquement sur les parents donc victimes de la violence de leur enfant. Pour illustrer mes propos, je vais vous parler de Madame H. Madame H vit avec son conjoint et leurs deux fils, Corentin, 17 ans, Mathieu, 25 ans, dans un appartement de 3 pièces dans une cité HLM. Elle bénéficie d'une mesure de curatelle en raison de troubles psychiatriques et notamment de comportements dépressifs importants. L'assistant social du secteur qui suit la famille a demandé une prise en charge par un service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, un SAMSA, spécialisé dans ce cas précis pour des personnes en situation de handicap psychique. En effet, ce professionnel se sentait démuni face aux variations d'état psychique de Madame H, qui, lors de phases dépressives, présentait des moments de repli sur elle-même forts, avec une consommation excessive de médicaments type benzodiazépine. Peu après le début de l'accompagnement par le SAMSA, le compagnon de Madame H a quitté le domicile et l'aîné de ses fils a été incarcéré une nouvelle fois. En effet, ce dernier avait des comportements agressifs, violents, liés à des consommations d'alcool importantes. Sa présence rendait d'ailleurs difficile toute intervention au domicile et son incarcération a facilité les visites de l'équipe du SAMSA. Voyons maintenant ce que les professionnels de ce service observent, entendent, voient lors de leurs interventions au domicile. Dès la première visite, l'équipe du SAMSA remarque que le domicile est très moyennement entretenu, qu'il y a des meubles et des objets cassés. Madame H explique que son fils aîné pouvait parfois se mettre en colère et avoir des comportements violents. Lorsqu'on l'interroge sur les causes de ces dégradations, elle reste… non, excusez-moi, j'ai loupé un événement, à savoir que le fils cadet, Corentin, est présent au domicile lors de cette première visite, mais reste enfermé dans sa chambre, il n'intervient pas. Mais au fur et à mesure des visites, l'équipe constate de nouveaux impacts dans les murs et sur les portes. Et lorsqu'on l'interroge, Madame H, concernant les dégradations, elle reste très évasive et se met en précisant que c'est Corentin, lui aussi, peut se mettre en colère. L'infirmière qui intervient régulièrement interroge Madame H pour essayer d'en savoir un petit peu plus, mais elle reste très évasive et ne donne pas d'indications supplémentaires. Corentin, quant à lui, se fait de plus en plus présent lors des visites du SAMSA, venant jusqu'à s'asseoir à la table des entretiens. Donc là, sa participation a été interrogée en réunion d'équipe puisque l'intervention du SAMSA concernait sa mère et il a été décidé que si sa mère en était d'accord, il pouvait participer aux entretiens, ce qui permettrait d'établir un lien avec lui. Madame H accepte cette proposition et semble même soulagée, rassurée, sans pour autant exprimer davantage ses attentes. Petit à petit, Corentin se met à participer activement aux entretiens. Il fait part de sa colère face au comportement de sa mère, qui prend souvent beaucoup de médicaments pour dormir. Cette dernière explique que cette surdose pour ne pas, dit-elle, vivre les journées. Voyons maintenant les démarches qui ont été entreprises. À la suite de ce premier entretien, il a été proposé à Madame H une rencontre entre elle, son fils, le médecin psychiatre du service, ce qu'ils acceptent tous les deux. Lors de cet échange, Madame H évoque son vécu, ses difficultés et ses addictions au traitement. Les propos de Madame H sont repris par le médecin psychiatre afin que Corentin comprenne réellement que sa mère est malade et qu'elle n'est pas forcément maître de tout ce qu'elle dit ou de tout ce qu'elle fait. Cet échange semble faire du bien au jeune homme et lui permet de se positionner différemment, d'avoir une vision un peu moins négative de sa mère et d'être un peu plus en soutien à sa démarche de soins. Des aides à domicile, parallèlement, sont mises en place et il est indiqué à Madame H et à son fils que le SAMSA et ce service seront en lien. Malgré ces accompagnements, de nouvelles scènes de colère sont rapportées et de nouveaux dégâts sont constatés. Il est convenu à ce moment-là, en réunion, qu'une nouvelle rencontre familiale va être organisée avec cette fois Madame H, son fils, les référents d'accompagnement et l'encadrement, à savoir le chef de service et la psychologue.
Lors de cet entretien, le chef de service énonce clairement l'objectif de cette rencontre, à savoir connaître les sources de tension entre la mère et le fils. Madame H prend la parole pour expliquer qu'elle fait tout ce qu'elle peut, et notamment pour éviter que son fils ne prenne le même chemin que son aîné Mathieu. Corentin donne à son tour sa vision des choses et il explique avoir été placé en foyer pour ne pas finir comme son frère, justement, alors que lui n'avait jamais posé aucun problème, mais son frère, lui, est resté au domicile. La colère exprimée face à ce qui est pour lui une injustice est très forte et le ressentiment est évident. Alors, Carole, très concrètement, un professionnel qui se retrouve, face à une telle situation, que peut-il faire? Je pense que l'utilisation des grilles de repérage peut l'aider justement à évaluer les risques de violence intrafamiliale et peut-être proposer un accompagnement plus adapté à l'ensemble des membres de la famille. Donc voyons tout d'abord les vigilances fortes qui permettent de caractériser la situation de vulnérabilité de Madame H. Elle présente des troubles psychiques importants, une dépendance aux médicaments, une rupture affective avec le départ de son compagnon au démarrage du suivi. Au vu de tous ces éléments, nous pouvons considérer que Madame H est dans une situation à fort risque de maltraitance. Très bien, et concernant les signaux d'alerte et les facteurs de risque, qu'est-ce qu'on pourrait observer? Les signaux d'alerte comportementaux de la victime supposée, déjà dans un premier temps, à savoir la consommation importante d'anxiolytiques, un état dépressif, un repli sur elle-même, des propos tenus pour expliquer sa prise excessive de médicaments, à savoir ne pas voir les journées, et la verbalisation surtout de la colère de son fils Corentin. On peut noter également des signaux d'alerte relationnels, cette fois, avec la violence du fils aîné qui a été identifié, qui a empêché l'intervention des professionnels, et le huis clos depuis le départ du père. Autre facteur de risque repéré, lié aux conditions de vie. Un logement mal entretenu, des dégâts sur les portes, les objets, des meubles cassés. Et je pense qu'on peut associer également des caractéristiques de l'auteur de maltraitance supposée, à savoir que Corentin a vécu dans un contexte familial avec des épisodes de violence, avec un frère alcoolique et qui a été plusieurs fois incarcéré. Alors, au vu de tous ces éléments, Carole, est-ce qu'il y a quand même, des facteurs de protection et des points d'appui? Tout à fait. Je pense que déjà, on peut constater que Madame H est extrêmement entourée par de nombreux professionnels, hein, assistants sociaux, infirmières, équipe du SAMSA, qu'elle participe vraiment activement au suivi, hein, et qu'elle accepte les nombreuses propositions qui sont faites. Et compte tenu de ce que l'équipe du SAMSA a pu observer, plusieurs actions ont pu être mises en place pour permettre de sortir de la situation de violence supposée. Donc, l'intervention d'une aide à domicile qui a non seulement pour but de soulager Madame H dans l'entretien de son logement, mais également d'éliminer des sources de tension et de conflits entre son fils avec son fils, pardon, concernant des corvées ménagères. On sait que les adolescents ne sont pas friands. La mise en lien aussi entre les différents professionnels intervenant au sein de la famille avec un partage d'informations, hein, au sein des réunions d'équipe, des contacts établis avec les autres professionnels de santé, médecins généralistes, l'aide à domicile par exemple. Une proposition aussi qui a été faite par l'infirmière et qui peut être assez intéressante, à savoir d'échanger en privé, en dehors du regard de son fils, pour essayer de comprendre ce qui peut se cacher derrière ces termes « se mettre en colère ». Des rencontres aussi et des temps d'échange organisés avec la mère et le fils, hein. La première rencontre avec le médecin psychiatre qui a permis à Corentin de mieux comprendre les difficultés de sa mère et de comprendre qu'elle était en dépression. Et puis la deuxième rencontre qui a permis à Corentin d'expliquer les raisons de son ressentiment et l'expression de sa colère. Très bien, et donc en résumé alors, quels sont les éléments clés qui ont permis d'accompagner cette famille? Je pense que l'élément central a été d'associer la mère et le fils, hein, à la prise en charge, tout comme l'a montré Florence dans son exemple. Les professionnels ont pu travailler non seulement
avec Madame H sur sa propre situation, mais également identifier les difficultés relationnelles qui pouvaient exister avec son fils. Et grâce à ces échanges, Corentin a pu partager ses propres émotions par rapport à la situation vécue et les professionnels ont pu lui offrir un soutien en tenant compte de ses propres difficultés. Je pense que ce double accompagnement a permis notamment de briser le huis clos mère-fils, faire baisser le climat de tension et de violence entre eux et de diminuer considérablement les risques de maltraitance envers cette mère en situation de vulnérabilité. Merci beaucoup, Carole, pour cet exemple. Et voilà, je voulais, pour conclure un peu sur cette grille, dire qu'effectivement, c'est une première grille hein, sur cette thématique, une grille donc qui est expérimentale sur ce phénomène de violence qui est encore mal connu. Alors, cette première grille, elle a l'avantage d'être inédite, hein, voilà, de mettre en avant, en lumière ce phénomène de violence, mais elle nécessite vraiment d'être approfondie, car effectivement, on a trouvé encore peu de littérature sur ce phénomène, approfondie aussi avec des experts plus spécialisés, peut-être dans l'éducation nationale, dans la protection de l'enfance, voilà, qui permettront aussi d'approfondir cette première grille voilà, qui a l'avantage d'exister, mais qui doit être améliorée, testée, évaluée et complétée. Je vous remercie toutes, mesdames, pour vos interventions. Et je vous propose, sans plus tarder, qu'on puisse passer aux questions-réponses, puisqu'il y a de nombreuses questions. Alors, je vais commencer par toi, Isabelle. On a évoqué là des situations très concrètes, extrêmement complexes, extrêmement difficiles, en disant que voilà, c'était un peu le quotidien finalement des professionnels. Donc, au-delà des outils qu'on peut leur proposer, les grilles de repérage, etc., quel accompagnement ou quel soutien on peut apporter aux professionnels qui se retrouvent confrontés à ces situations? Effectivement, c'est vrai que les professionnels se retrouvent parfois dans des situations extrêmement lourdes à vivre, hein. On l'a expliqué, et ils ont besoin d'être entendus. Tout simplement, j'ai envie de dire que premièrement, il faut écouter les professionnels. Écouter les professionnels et leur donner des temps justement dédiés à cet échange pour accueillir leurs paroles et, si besoin, avec un psychologue pour les écouter. Deuxièmement, il faut aussi les sécuriser dans leur exercice, dans leur pratique et dans le signalement aussi, lorsqu'ils font un signalement. Il faut également, je pense, que les professionnels du domicile qui rentrent dans le domicile, dans l'intimité des personnes, il faut sortir de la relation duel et du coup travailler peut-être en binôme. Alors, je sais que c'est pas toujours facile vu l'état des forces actuelles, mais il serait plus préférable de travailler en binôme ou en trinôme pour casser la relation en fait duel que le professionnel pourrait avoir avec un membre de la famille. Écouter les professionnels, ça veut dire aussi donc mettre en place des temps d'échange, mettre en place des temps d'analyse de pratique. Hein, des rétextes où justement, comme aujourd'hui, on discute de cas cliniques, de cas pratiques pour justement échanger et ne pas se sentir seul, hein, parce que la particularité des professionnels de santé du domicile de proximité, c'est qu'ils sont plus éparpillés, on va dire, que les professionnels qui travaillent dans les structures et les établissements. Et puis, j'ai envie de dire, donc, écouter leurs paroles, des rétextes, et puis développer des compétences de type éthique. Voilà, des formations au questionnement éthique et le développement de la bientraitance. Voilà ce qu'on peut dire. Merci Isabelle pour toutes ces pistes. Merci, voilà, ça permet d'avoir quand même une palette, on va dire, d'actions qu'on peut mettre en place, en œuvre pour pouvoir accompagner les professionnels eux-mêmes. On a d'autres questions qui sont plus en lien avec le signalement. C'est vrai qu'il y a des questions qui signalent, qui
peut signaler, il y a de nombreux numéros de téléphone qui existent, on s'y perd un petit peu. Carole, est-ce que de manière un peu synthétique, vous pouvez nous donner quelques pistes, quelques éléments justement autour de cette question sur le qui fait quoi et puis surtout qui appeler, vers qui se retourner, quelles sont les ressources qui existent? Je vais tenter l'exercice, Manuela. Alors, c'est vrai que le circuit pour signaler, pour alerter concernant des situations de maltraitance envers les enfants est plus connu. Pour les situations d'adultes vulnérables, il faut savoir que, tout comme pour les enfants, on a une obligation légale de signaler la mise en danger d'une personne adulte qui, visiblement, est vulnérable, à savoir qui est dans l'incapacité de se protéger seule. C'est contenu dans l'article du Code pénal 434-3. J'avais pris quelques notes, je me doutais bien. Le fait de ne pas informer les autorités compétentes peut être assimilé à une non-assistance à personne en danger, hein, là aussi contenu dans le Code pénal. Donc, il y a différents moyens pour signaler toute suspicion de maltraitance sur une personne adulte. Si l'urgence est relative, il est recommandé de faire part notamment au service social de proximité du secteur ou au comité communal d'action sociale, le CCAS, auprès de la mairie. Certains départements disposent également de cellules d'écoute. Il suffit d'aller sur le site du département et il est possible de trouver un numéro d'appel dédié justement au signalement de situations de vulnérabilité d'un adulte. Et puis, si les caractères d'urgence pour des violences avérées est repéré, les professionnels peuvent signaler directement la situation auprès du procureur de la République. Et on peut retrouver toutes les démarches à effectuer sur un site internet que moi j'utilise qui est adulte-vulnérable.fr. Mais je pense que vous avez préparé des ressources, on pourra le donner aux participants. Et puis, il y a un numéro d'appel national qui concerne les situations de maltraitance, le 3977 pour les personnes âgées et handicapées, et puis bien évidemment le 3919 pour les victimes de violences conjugales. Merci Juste beaucoup. pour préciser, Pardon, Isabelle. Carole, pardon Manuela, Je t'en prie. en cas de danger imminent, bien entendu, c'est le SAMU, c'est la police, c'est les pompiers. En cas de danger imminent, c'est le premier réflexe, c'est ça. Et on n'oublie pas après aussi de tout le processus que tu as, les possibilités que tu as rappelées, d'accompagner, d'aider la personne à aller porter plainte. Voilà. Ça, c'est aussi important de se rendre au commissariat pour porter plainte. Tout à fait. Merci beaucoup. Donc, je vais juste rappeler, en tout cas, au moins 3 numéros, 3 plateformes que vous avez citées, Carole. Le 3977 pour les personnes âgées, 3919 aussi, et puis le site dont vous avez parlé, adulte avec un S à la fin, vulnérable avec un S à la fin.fr. Au moins ces 3-là. Et puis, je pense qu'effectivement, dans le chat, on va essayer de remettre quelques éléments, quelques ressources. En tout cas, merci beaucoup pour ces éléments-là. Nathalie, je vais m'adresser plus particulièrement à vous parce que vous avez parlé à un moment des temporalités à risque dans le cas des violences conjugales. Est-ce que vous pouvez rappeler quelles sont ces temporalités à risque? Oui, les temporalités à risque, c'est des moments de vie où le risque de maltraitance peut s'enclencher, s'intensifier. Il faut les prendre en compte dans l'évaluation globale de la situation. Pour les violences conjugales, on parle de moments comme la grossesse, la naissance du premier enfant, une séparation, une rupture, un troisième enfant dans le foyer, un deuil ou un déménagement avec isolement, perte de repères pour la femme. Et les professionnels doivent être particulièrement vigilants dans ces périodes où la violence peut se déclencher et surtout s'intensifier avec un risque élevé de maltraitance physique. D'accord, très bien, merci.
Florence, alors tout à l'heure, c'est vrai qu'on a évoqué donc 2 situations et dans chacune des situations, on a vu qu'il y avait quand même, pas mal d'intervenants, hein, voilà, intervenaient justement autour des personnes dont on a parlé. Est-ce que vous pouvez donner, quelques éléments clés justement d'un travail entre les différents partenaires qui peuvent être impliqués, dans le repérage d'une situation de maltraitance, qui peuvent, voilà, graviter, on va dire, autour d'une personne concernée par cette situation? Oui, on a compris que les situations de maltraitance en domicile s'inscrivent souvent dans des histoires de familles qui sont complexes et parfois dysfonctionnelles. Et donc face à cette complexité, il est donc nécessaire que les différents professionnels puissent croiser le regard sur ces situations de maltraitance. Et ce croisement de regard doit avoir lieu tout d'abord, dans l'institution elle-même, par exemple, un service d'aide à domicile, et cela doit commencer par une analyse en réunion d'équipe avec les grilles de repérage que l'on vient de vous présenter et hem et cette analyse en équipe va permettre, entre autres, d'identifier les parties prenantes et les problématiques soulevées par la situation et à partir de là, pourquoi ne pas désigner un référent au sein de l'équipe qui pourra se mettre en lien avec les autres professionnels qui s'occupent de la personne maltraitée dans l'institution et hors institution, mais aussi les professionnels qui peuvent s'occuper de la personne maltraitante et ainsi partager les informations dans le respect des règles relatives au secret professionnel, bien sûr. D'où l'intérêt d'une mise en réseau, en fin de compte, de ces différents professionnels de divers ordres, que ce soit parce que ça implique le social, le médical, l'économique, judiciaire, l'éthique, etc. Et ainsi être en mesure de construire une solution la plus appropriée pour résoudre la situation de maltraitance au plus près de la situation. Et donc cela sous-entend évidemment de créer des équipes multidisciplinaires sur un territoire donné. Et ces équipes, après avoir posé un diagnostic pluridisciplinaire, seraient en mesure de préconiser des plans d'action à mettre en œuvre, notamment pour un suivi et un accompagnement des victimes, mais aussi des auteurs. Et je dirais donc que pour espérer une évaluation, une intervention et un suivi des situations de maltraitance avec une efficacité renforcée, il est indispensable de développer ce travail interdisciplinaire et intersectoriel entre les divers professionnels qui peuvent être impliqués dans la situation, en prenant garde surtout de ne pas se concentrer que sur la personne maltraitée, en faisant l'impasse sur l'histoire familiale avec ses tenants et aboutissants, et sur l'auteur des faits de maltraitance. Et autre chose que je tiens à souligner aussi et qui me paraît vraiment important, c'est qu'il ne faut pas oublier d'associer la personne et sa famille dans l'évaluation de la situation par l'équipe interdisciplinaire et par suite de tenir informée la personne maltraitée de ce qui est décidé, c'est-à-dire le plan d'action qui aura été préconisé. Et il est important que les professionnels gardent à l'esprit qu'ils ne peuvent pas seuls, sans les familles, aboutir à une réponse parfaite à la situation de maltraitance, lesquelles familles d'ailleurs peuvent inclure aussi l'auteur de maltraitance, comme l'exemple que j'ai développé tout à l'heure a pu le montrer. D'accord, donc ne pas en tant que professionnel, donc ne pas travailler seul, travailler avec d'autres professionnels et au-delà du groupe de professionnels qui travaillent ensemble, associer la personne concernée, associer la famille. Oui, Très important. tout à fait, D'accord. tout à fait. Merci beaucoup Florence. Isabelle, je reviens vers toi parce qu'en fait, il y a pas mal de questions autour des situations de handicap. Alors, plusieurs questions qui remontent. Pourquoi les personnes adultes en situation de handicap, pourquoi on n'en parle pas dans ce guide? Est-ce qu'elles ont été oubliées? Pourquoi on ne les a pas intégrées? Enfin, voilà, il y a beaucoup de questions autour de cela. Est-ce que tu peux nous apporter un éclairage par rapport, par rapport aux personnes en situation de handicap? Tout à fait. Effectivement, c'est une question, cette question de situation de handicap, de vulnérabilité, situation de vulnérabilité qui a, Carole, Florence et Nathalie pourront le dire, nous a traversé tous les groupes de travail. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on revenait là-dessus. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, la vulnérabilité en droit est définie. Mais la situation de vulnérabilité, elle est beaucoup plus difficile à appréhender. Pourquoi on a fait ce choix? On a fait ce choix de situation de vulnérabilité pour montrer, on aurait pu prendre adulte majeur vulnérable. On a fait ce choix de prise pour déjà cadrer avec la nouvelle définition de la loi de 2022 qui parle de situation de personnes en situation de vulnérabilité. Montrer que nous tous,
nous pouvons à un moment donné être dans une situation de vulnérabilité, sous emprise, sous l'emprise d'un conjoint ou d'une conjointe malveillante, plus tard en tant que personne âgée ou voilà, être maltraité par un de ses enfants ou petits-enfants. On peut être effectivement avoir une maladie très grave, un handicap qui va nous nous handicaper pendant quelques années, voilà. Mais il y a le caractère réversible à situation de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on peut effectivement sortir de la vulnérabilité. Donc, on voulait montrer déjà, associer que tout le monde peut être en situation de vulnérabilité. Cependant, nous n'oublions pas, et c'est pourquoi nous avons fait les vigilances fortes, que des personnes sont dans des états de vulnérabilité. C'est-à-dire que les vigilances fortes, je ne sais pas si on peut remettre la diapo, mais c'est le handicap physique, psychique, d'ordre intellectuel qui, avec restriction ou perte d'autonomie, ou qui a abolition du discernement, ou les personnes justement qui ne peuvent pas se faire entendre. Voilà, donc on n'oublie pas que cet état de vulnérabilité. Et on sait d'ailleurs par la littérature scientifique que, par exemple, lorsqu'on est une femme en situation de handicap, on a beaucoup plus de probabilité de se retrouver en situation de vulnérabilité. Car le handicap cause une dépendance. Plus il y a de dépendance, plus il y a de probabilité justement de rentrer dans une situation de maltraitance. Donc, on ne l'a pas oublié avec les vigilances fortes. Et c'est pour ça que les débats, vraiment, au départ, je ne sais pas si, Carole, tu t'en souviens, mais on avait mis les vigilances fortes seulement sur la grille des personnes âgées, en se disant qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'on est âgé qu'on est vulnérable. Donc, on voulait dire qu'effectivement, on peut être âgé, avoir toute sa tête, marcher voilà, au quotidien pour faire ses courses et ne pas être donc en restriction de perte d'autonomie. Et donc, on voulait marquer que, justement, pour les personnes âgées, il y avait ces vigilances fortes. Et puis, finalement, on a repris ces vigilances fortes dans toutes les grilles de repérage. Donc, ce qui veut dire que, finalement, ces grilles marchent entre guillemets, on peut utiliser ces grilles pour toute personne, qu'elle soit en situation de vulnérabilité ou personne vulnérable. Ce qu'il faut faire attention, justement, peut-être plus pour les personnes en situation de handicap ou dans les cas des vigilances fortes, c'est au changement. Au changement d'attitude de la personne. La personne se maquillait, elle ne se maquille plus. La personne était joyeuse, elle n'est plus joyeuse. L'auteur est toujours présent avec la personne. C'est-à-dire que voilà, il faut que les professionnels soient encore plus vigilants dans ces situations de vigilance forte. Voilà, c'est ça qu'on a voulu marquer. Je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu à la question, mais en tout cas, c'est un débat qui nous a agité pendant un an. Je ne sais pas si, Carole, tu veux compléter un petit peu. Bon, pas grand-chose à dire de plus. Il est vrai qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on faisait une grille un petit peu pour les personnes en situation de handicap, mais comme elles pouvaient se retrouver aussi bien en tant que personne âgée, en tant que parent violenté ou en tant que… voilà, on s'est dit, mais là, c'est pas judicieux. Donc, on a préféré effectivement prendre ce prisme que c'est une vigilance forte. Voilà, qu'une personne handicapée peut être effectivement plus à risque d'être victime de violences intrafamiliales et donc de faire courir un petit peu cette thématique du handicap dans les 3 grilles. Et on rappelle bien dans le guide que effectivement les probabilités malheureusement de se retrouver en situation de maltraitance augmentent avec le handicap. Et rappelons également que sur le plan juridique, la vulnérabilité de la personne peut provoquer une aggravation de la peine encourue par l'auteur. Donc, c'est-à-dire que c'est marqué aussi par la loi lorsqu'on est en état de vulnérabilité. Merci beaucoup, mesdames. Donc, les personnes en situation de handicap, absolument pas oubliées, mais plutôt pris presque de manière transversale, on va dire, dans chacune des grilles. Voilà, d'accord. Donc, absolument pas oubliées, bien au contraire. Merci beaucoup.
On va revenir, Nathalie, sur les violences conjugales. Alors, c'est vrai qu'on nous a posé une question qui n'est pas tout à fait l'objet du guide, mais ça paraît quand même important de pouvoir apporter quelques éléments de réponse. Et là, on est plus sur l'accompagnement des auteurs de violences conjugales. Est-ce qu'il existe des choses particulières qui sont mises en place ou pas? Voilà, Nathalie, je ne sais pas si vous avez voilà, quelques éléments de réponse ou… Cette question, elle est intéressante, même si elle ne fait pas partie du guide, en effet, mais on peut dire qu'il y a encore quelques années, on ne se préoccupait que des victimes de violences conjugales et très peu des auteurs. Bon, c'était principalement les femmes qui étaient victimes. Et la sanction, c'était la prison, et c'était la seule mesure pour punir les auteurs et protéger la victime. Depuis quelques années, les choses ont un peu évolué et on parle de casser le cycle de la violence et de prendre en charge les auteurs de violence pour les aider à comprendre les mécanismes de violence et leur permettre de ne pas récidiver. Depuis le Grenelle de la lutte contre les violences au sein du couple en septembre 2019, qui prévoyait la création de centres de suivi et de prise en charge des auteurs de violences conjugales sur l'ensemble du territoire, les CSA-PA. Aujourd'hui, il y a une vingtaine de centres de prise en charge des auteurs de violences conjugales en France. Et ils mettent en œuvre un accompagnement psychologique et social pour toute personne faisant de manière volontaire ou sur orientation judiciaire, pour des actions de responsabilisation, notamment autour de groupes de parole, permettant aux auteurs de prendre conscience de leurs actes pour eux-mêmes et leurs proches, et de travailler sur les origines de la violence afin de prévenir la récidive. À l'heure actuelle, on n'a pas encore d'évaluation de ces centres, mais on peut noter cette volonté de prendre en charge plus seulement les victimes dans leur nouvelle vie, mais aussi les auteurs pour prévenir la récidive et casser ce cycle de perpétuation de la violence. Merci Nathalie. Carole, vous avez quelques éléments à apporter, à compléter? De dire quand même qu'il existe une fédération nationale des associations et de centres pour les auteurs de violences conjugales et familiales et qu'ils ont mis en place une ligne téléphonique qui peut être voilà, pour les auteurs de violences. Prévention des violences conjugales, on retrouve facilement les coordonnées sur Internet, mais bon, voilà, de dire qu'effectivement, on sait bien que mettre un terme aux violences, ça passe aussi par la prise en charge des auteurs. Très bien, merci. Alors là, j'ai une question, mais qui peut… alors, ce serait pour Carole et Florence, pour vous deux. Je pense que vous allez pouvoir chacune apporter des éléments là-dessus. C'est… Comment pouvons-nous aider les membres de la famille qui se sentent démunis? Alors, derrière le « nous », j'imagine que ce sont des professionnels qui posent la question. Donc, voilà, comment, j'imagine que c'est ça la question dans son intégralité, comment des professionnels peuvent aider les membres de la famille qui se sentent démunis? Donc, Carole et Florence, qui veut commencer? Florence, je ne sais pas si… Oui, de toute façon, ça va c'est la suite de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire quand on a une réunion interprofessionnelle avec tous les professionnels, d'inclure la famille, ça permet évidemment de voir un petit peu, de connaître un petit peu les aboutissants, l'histoire familiale, et ce qu'on peut mettre en place, ce qu'elles attendent, ce qu'attend aussi la personne maltraitée. Ça dépend aussi de la situation. Le maltraitant, est-ce qu'il fait partie de la famille ou pas? Donc, c'est vraiment inclure la personne, enfin la famille, la personne au sein de cette réunion interdisciplinaire pour apporter des réponses appropriées. Carole, quoi ajouter? J'espère que le guide que nous avons créé vont pouvoir être un point d'appui, là aussi pour les professionnels et qui se sentiront un petit peu moins démunis. Voilà. Bon, après, effectivement, je pense qu'on parle beaucoup dans nos milieux professionnels de la mise en réseau, du travail d'équipe. Là, ça a toute sa pertinence concernant les violences. Et puis, je vais prêcher pour ma paroisse. On a, voilà, la Fédération des écoles des parents et des éducateurs s'adresse aussi aux professionnels et on peut les écouter dans des prises en charge familiales compliquées et ils peuvent complètement appeler Allo Parents en crise, par exemple. Carole, elle nous donne plein de ressources cet après-midi. Non, mais c'est vraiment très bien. Merci beaucoup. Isabelle, tu souhaites apporter aussi un complément? Oui, je souhaitais, parce que je crois aussi que dans la question, il y a effectivement que faire quand on a un ami, une amie qui est violentée. Enfin voilà,
parfois, en tant que famille, frère, sœur, on peut avoir justement dans sa famille une personne qui vit une situation de maltraitance et on ne sait pas comment l'aider. Je pense qu'il y avait peut-être aussi quelque chose comme ça. Et effectivement, c'est un petit peu, on ne peut rien faire tant que la personne ne l'a pas décidé. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est surtout essayer de jamais lâcher l'affaire, déjà, si je peux me permettre de dire ça, et de lui parler le plus souvent en privé, sans la présence de l'auteur. On sait que quand il y a la présence de l'auteur présumé des violences, la personne, justement, va adopter une attitude totalement mutique. Donc, essayez de l'isoler de l'auteur des violences, de l'éloigner si possible du domicile et voilà, de lui poser des questions petit à petit, de lui faire, parce que les personnes sont parfois dans le déni ou justement dans la minimisation. Donc, il n'y a que le temps qui peut finalement faire de soi-même un déclic. Mais surtout, revenir, voilà, c'est aussi ce qu'on a eu à l'HAS dans une super formation sur secouriste en santé mentale, c'est revenir une fois, attendre un peu, revenir une deuxième fois, voilà, laisser le temps. Malheureusement, c'est très dur pour les proches, mais il faut revenir à chaque fois jusqu'à que, en espérant que finalement, à un moment donné, ça se décoince. Donc, savoir respecter le temps de la Il faut personne. respecter le temps de la personne, mais voilà, l'aider quand même à visualiser aussi. Mais tu vois, regarde, si la personne, parlons dans le cas de violence conjugale, de montrer les conséquences de cette violence sur elle-même et sur ses enfants. Voilà, pour essayer déjà qu'elle réalise, Nathalie, tu pourras peut-être rajouter quelque chose aussi, effectivement, qu'elle réalise que la violence a des conséquences sur sa santé physique, mentale et sur celle de ses enfants, si enfant il y a. Et petit à petit, voilà, la personne, et surtout rappeler les droits, hein, dans beaucoup de situations de maltraitance, les personnes ne connaissent pas leurs droits. Le droit est une force. Il faut rappeler que la personne qui maltraite n'est pas dans son droit, ce n'est pas une situation normale. Voilà, c'est des petites choses comme ça qu'il faut marteler en donnant aussi des ressources. Tu sais que là-bas, ils font des petits prêts. Tu sais que, comme tu le disais, Nathalie, je peux t'avancer un petit peu d'argent si tu veux aller quelques jours à l'hôtel. Voilà, lui montrer aussi tous les atouts. On parlait des points d'appui et les facteurs de Prosia, toutes les forces qu'elle possède et les mettre en avant aussi pour l'aider à sortir de la situation. Merci Isabelle. Je vais enfin, tu vas garder la parole, j'ai envie de dire. Là, c'est plus une question autour de la grille. Je pense que c'est des éléments qu'on a expliqués. On a expliqué comment elle était structurée, etc., comment elles étaient structurées, ces différentes grilles. Mais je pense qu'il y a des petites précisions que les personnes qui nous regardent ont besoin de bien comprendre. Alors, sur la grille, alors quels sont les critères pour savoir si la maltraitance est urgente ou moyennement urgente? Est-ce qu'on peut juste repréciser ça? Je pense que c'est l'histoire des vigilances fortes, j'imagine, avec peut-être repréciser ça pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent. Oui, bien sûr. Après, de toute manière, les grilles sont, j'ai envie de dire, des points, des outils d'appui, mais qui ne sont pas scientifiquement valables à 100%. Hein, comme Florence l'a rappelé, la maltraitance intrafamiliale, c'est vraiment très complexe avec, voilà, ce qu'on a dit, des systèmes d'alliance, de je ne veux pas dénoncer. On parle dans la grille parents violentés, par exemple, on a très peu de remontées, justement, car c'est le tabou suprême. Hein, et les mères, car c'est souvent des mères, mais ça peut être aussi des pères qui sont violentés par les enfants, ne passent très peu la porte du commissariat pour aller porter plainte. Hein, c'est extrêmement difficile. Ou quand c'est fait, c'est parce que ce sont des faits très, très graves. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Comment voir si c'est... bon, on l'a indiqué, il y a des codes couleurs, il y a des... Après, ça dépend des situations, mais effectivement, quand il y a des traces de coups,
Voilà, des traces de coups. Voilà, ça ne trompe pas. Voilà. Après, il faut effectivement se poser la question, mais c'est-à-dire qu'il y a des signes, effectivement, les vigilances fortes, c'est un cadre où déjà, dans les vigilances qu'on a dit, c'est de dire attention, warning, vigilance particulière. Après, il y a des signaux d'alerte dans le comportement de la personne qui vont plus éveiller l'attention du professionnel ou des parents. Si la personne a des traces de coups et verbalise sa douleur, ou par exemple évoque sa grande tristesse et dit même à des idées noires et parle même de suicide, on est d'accord qu'on est dans une vigilance très forte et qu'il faut intervenir. Voilà. C'est en fait un ensemble. Il y a des points, c'est là où aussi on a beaucoup discuté et tout ça est très perfectible et c'est un faisceau de présomption. Si on voit la maltraitance, effectivement, mais on la voit rarement, elle est souvent à huis clos, derrière les fenêtres, etc. Mais à partir du moment où il y a verbalisation par la victime de la violence qu'elle a subie, il y a des coups, etc. Là, on est dans une maltraitance avérée. Sachez que maintenant, dans le cas des violences conjugales, on peut aussi porter plainte, même sans le consentement de la personne qui est violentée, dans le cas des violences conjugales. Hein. Donc voilà, c'est un peu cet ensemble de signes. Je vois, Carole, que tu veux rajouter quelque Oui, chose. je voulais juste te dire, et ça avait aussi fait discussion hein, au moment dans le groupe de travail, à savoir que c'est la multiplication aussi hein, C'est ça. qui donne l'impression de quelque chose vraiment de prégnant. C'est-à-dire que si on a coché 5, 6 signaux d'alerte, points de vigilance, etc., on peut se dire, là, il y a quand même de nombreux signaux qui nous font dire il y a vraiment un fort risque de. Donc, je pense que c'est plutôt la multiplication. Il me semble même que dans le guide, on avait mis une note Tout hein, à fait. explicative. Voilà, c'est la Il y a la multiplication qui fait. multiplication et il y a certains signes qui sont effectivement fortement cotés, comme vraiment, voilà, s'il y a verbalisation tout simplement de je suis maltraité, et vous voyez que la personne a et surtout des idées suicidaires, des idées très noires, bon, voilà, là où on est vraiment, on est dans la phase d'alerte, quoi. D'accord. Mais Très bien. effectivement, c'est la multiplication de plein de petits signes. Des Donc, voilà. différents items de la grille, quoi. Pas juste se dire j'en ai coché un, donc c'est bon, alerte, mais c'est vraiment l'accumulation, on va dire, et notamment, et qui plus est, quand on est sur les vigilances fortes, si en plus il y a une accumulation dans les vigilances fortes, ça va être encore plus voilà, des situations où là, on va se dire qu'il y a vraiment, justement, il faut être vraiment vigilant et sans doute faire quelque chose, quoi. Oui, surtout que souvent les professionnels ont cette crainte aussi hein, d'alerter trop vite ou au contraire de ne pas alerter suffisamment tôt. Donc véritablement, là, ces outils, en tous les cas, on les a créés vraiment dans l'optique de pouvoir visualiser un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qu'on observe et de se dire, bon, avec l'aide maintenant de l'équipe, hein, pour synthétiser tout ce qu'on sait jusqu'à présent, bon, là, il y a quand même beaucoup de signaux, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, hein, mais c'est… Très bien, Et la oui, première, voilà, qu'est-ce non. qu'on fait? Et est-ce que je peux, justement, en tant que professionnel, je ne sais pas, du soin, ou est-ce que je peux trouver peut-être un moment pour parler avec la victime présumée, loin de l'auteur? Déjà, voilà, ça, c'est des petites choses qu'on peut faire si effectivement, enfin, on le raconte beaucoup hein, dans tous les cas de maltraitance, l'auteur souvent se tient à côté, là, pour justement empêcher la victime présumée de parler. Donc, si on a un faisceau de présomption, on peut se dire, bien, la prochaine fois que j'y vais, j'essaye de trouver peut-être un prétexte pour l'éloigner, voilà, la mettre dans une petite pièce à part et lui poser rien que l'enlever du regard de l'auteur présumé, déjà, ça libère pas mal la parole. Mais parfois, ça demande de revenir. Et puis des petites stratégies justement pour pouvoir s'éloigner un peu de l'auteur qui, comme tu le disais Isabelle, cherche toujours à rester à côté en fait. Donc, toujours. Et c'est pour ça que dans le groupe de travail, il y avait une
bénévoles des petits frères des pauvres qui nous disaient souvent on prend la mamie ou le papy et on le fait sortir. Voilà, on dit on va faire une balade, voilà. Et rien que de sortir de la maison, d'aller au café du coin de la rue ou sur le banc public, voilà, pour partager un petit café, ça peut libérer la parole. Après, ça ne veut pas dire que la personne va être prête à dénoncer son auteur, hein, parce que justement, les systèmes de loyauté sont extrêmement complexes. Mais en tout cas, elle peut, voilà, commencer à verbaliser sa souffrance. Merci. Justement, concernant le public des personnes âgées, Florence, alors on a une question, enfin voilà, quelqu'un qui nous dit, on a l'impression que les mesures prononcées dans les cas de maltraitance aux personnes âgées ne sont que des mesures administratives. Existe-t-il d'autres mesures prises? Alors, je ne sais pas si ça vous parle, Florence. Alors, je ne sais pas ce que la personne entend par d'autres mesures prises, mais c'est vrai que si la personne fait référence au signalement que l'on peut faire aux autorités, au conseil départemental, voire au procureur, c'est vrai que on part souvent tête baissée pour un signalement au procureur, alors qu'on oublie parfois de penser à d'autres solutions, notamment les réunions interprofessionnelles, de travailler sur le social, le psychologique, un petit peu dans ce que vient d'expliquer Isabelle. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus confortable pour le professionnel de suivre le cadre légal. Et de toute façon, il faut suivre le cadre légal. Mais c'est vrai que ça ne répond pas toujours à la situation. Donc c'est vrai que c'est pour ça que je milite entre guillemets pour vraiment qu'on travaille en équipe interdisciplinaire justement pour trouver des solutions plus adaptées à la situation, en développant le côté social, psychologique des situations, en incluant la personne âgée la personne maltraitée, le maltraitant, souvent quand c'est possible, la famille. Et c'est vrai qu'on arrive dans ces conditions à trouver plus facilement une situation adaptée à la situation et à résoudre la situation de maltraitance. Parce que c'est vrai qu'en tant que professionnel, on a tous plus ou moins été confrontés à faire des signalements par rapport aux procureurs qui sont classés sans suite. On ne sait pas pourquoi, alors que la maltraitance continue. Et donc voilà, on s'aperçoit qu'en fin de compte, on n'a pas pris la bonne direction. Donc, c'est bien de respecter le cadre légal, je suis absolument pas contre, bien au contraire, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'il faudrait vraiment, je pense, changer de façon de voir les choses et de changer de pied, en fin de compte. Et c'est vrai que les grilles du guide peuvent être la base, justement, pour qu'on on se retrouve tous sur un outil commun pour pouvoir travailler en interprofessionnel et en associant vraiment la famille au complet. Isabelle, oui? Oui, juste un mot pour ajouter, c'est vrai que sur les violences conjugales, depuis le Grenelle de lutte contre les violences conjugales, on a pas mal progressé et effectivement, on peut éloigner l'auteur des violences. Voilà, ça va plus vite, entre guillemets. En théorie, hein, en pratique, il y a encore, ça dépend des territoires, mais sur la maltraitance envers les personnes âgées, on est très, très en retard. Et on se retrouve dans des situations, effectivement, ou quand c'est le petit-fils, par exemple, qui squatte chez mamie ou chez papy et qui maltraite un peu et rudoie, voire plus, et escroque, hein. Souvent, il faut rappeler que les maltraitances envers les personnes âgées sont souvent des maltraitances psychologiques et financières, hein. Il y a beaucoup d'escroqueries. Parfois, porter plainte tout de suite, ou faire un signalement, peut mettre le feu. Enfin, voilà, ce qu'on nous a expliqué, sans solution. C'est-à-dire qu'on va pas, on va se braquer finalement. On va reprendre l'exemple de la petite mamie qui va pas être contente parce que moi, mon petit-fils, je l'aime bien quand même si voilà, s'il me pique des sous. Et le petit-fils, il va être en colère et peut-être du coup se retourner contre la grand-mère sans qu'on puisse en fait bouger, enfin voilà, éloigner le petit-fils de la grand-mère. Donc il faut, c'est vrai, penser à des dispositifs de prévention et de médiation comme ce qui est fait au Québec ou dans d'autres pays, et on est en retard par rapport à ça.
Très bien, mais en tout cas, c'est un sujet voilà, qui porte à réflexion. Donc, ça veut dire que les pistes sont ouvertes pour pouvoir proposer et mettre en place des choses. Eh ben, on arrive à la fin de notre webinaire. Ça y est, voilà, c'est passé très, très vite. Les échanges ont été très intéressants. Je voudrais vraiment remercier chacune d'entre vous. Merci beaucoup pour ce temps. Je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire. Donc, encore merci à tous et puis bon après-midi et à bientôt. Au revoir.